Cette vidéo est sponsorisée par Revolut. Avant de commencer, est-ce que vous savez ce qu'il faut surtout pas oublier? C'est les 20 € en téléchargeant gratuitement Revolut via le lien en description. Et parmi tous les gens, il y en a un qui est tiré au sort pour gagner 5000 balles. 5000, 5000, 5 12. Revolut est l'application bancaire la plus téléchargée en France et ils ont été élus meilleure banque en ligne du monde. Revolut, c'est aussi l'accès à des taux de change ultra compétitifs et aucun frais de paiement à l'étranger. Mais non, faut surtout pas oublier sa calandre de Rover 25. Ne surtout pas oublier sa VHS de Delta Force 2 avec Chuck Norris. Attention, c'est un indispensable ça. Je ne lance pas cette vidéo tant que vous n'avez pas votre... Bon, ensuite, on n'oublie pas non plus sa pédale d'accélérateur de BMW E39, surtout avec la version kickdown. Tu vois, t'as entendu le clic ou pas? Hop, le kickdown, 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 kickdown. Et surtout, l'indispensable, c'est ne pas oublier son escabeau de la marque Selecta 3422. Hein. Attention, hop là, salut. Vous pouvez commander une carte Revolut standard ou une carte métal que vous pourrez personnaliser comme vous souhaitez. Regarde, sur cette carte-là, hop, je ne paye qu'en voiture. Silver Lane, rock'n'roll. Et Revolut vous permet même de toucher des intérêts sur vos économies tous les jours. Incroyable. Merci à Revolut et bonne vidéo. Je vous ai déjà parlé de De Tomaso, genre littéralement la semaine dernière, on a fait une vidéo complète dessus, enfin je vous invite à aller la voir. Mais en gros, pour résumer, c'est l'histoire de quelqu'un qui voulait devenir le nouveau Enzo Ferrari. Et pour ça c'est pas compliqué, il a suivi le même chemin. Proposer à des clients fortunés des voitures de course, à peine modifiées pour la route. Et après un premier essai discutable, puisque la Vallelunga s'est vendue à moins de 60 exemplaires, De Tomaso arrive avec une arme absolue, la voiture qui va tout changer, celle qui va faire trembler Ferrari, la De Tomaso Mangusta. Sauf que si la Mangusta est une voiture exceptionnelle, dans les faits, bah ça marche pas. Alejandro De Tomaso, c'est personne et la voiture est juste une mauvaise alternative à plein de voitures incroyables qui sortent, comme les Ferrari par exemple. Faire une voiture chouette ne suffit pas forcément à faire une voiture qui se vend. Je vais pas claquer le montant d'une maison dans une voiture avec un blason que personne ne connaît. BTDR, t'es qui? Et même si la Mangusta a connu un succès d'estime, il fallait pour De Tomaso une voiture plus rationnelle. Une voiture qui concentre les avantages des Ferrari, c'est-à-dire une voiture sympa à conduire, pétillante, sonore, mais aussi une voiture qui soit roulable, fiable. Une voiture, et cette voiture, c'est la De Tomaso Pantera. Et aujourd'hui, nous découvrons cette voiture avec Arthur. J'ai été obligé de t'appeler. Bonjour. Personnellement, mon expérience avec De Tomaso, et je pense que c'est l'expérience que la plupart des gens vont avoir, est quasiment inexistante. Je sais que c'est posé là, un peu comme la chaîne Arte à la télé. Mais jamais de la vie, je vais m'en servir. Jamais de la vie, je me suis posé la question un jour d'acheter une De Tomaso. Une Testarossa, pourquoi pas, même si on a vu ensemble que... Bon, bref, c'est une autre vidéo, ça n'a rien à voir, d'accord? Une Mura, bien sûr qu'on s'est posé la question d'acheter une. Bon, on a regardé nos comptes en bancaire, donc... Bon, Pas les moyens. La Diablo, où on s'est forcément posé la question d'acheter... Bon, et après on a vu les frais d'entretien. Alors qu'une De Tomaso Pantera, qui pourtant est la voiture la moins chère que toutes celles que je viens de citer, on s'est jamais posé la question. Pas tant, non. C'est vrai que comme tu dis, il y a le blason, quoi. Enfin, il n'y a pas de blason, du coup. Et littéralement, il n'y a pas de blason. Je vous en avais parlé dans le VTech dédié à Alejandro De Tomaso, mais à la suite de l'embrouille entre Monsieur Ferrari et Monsieur Ford, on parle toujours de Tomaso, hein, rassurez-vous, il est possible que Ford, pour faire chier un peu Ferrari avec qui il venait de se prendre la tête, ait un petit peu poussé au cul Monsieur De Tomaso, qui avait pour rêve de concurrencer Ferrari. Quand on remet dans le contexte qui est un peu fou, c'est qu'un mec sorti de nulle part, qui s'était fait virer de son propre pays parce qu'il a essayé de faire un coup d'état, mais c'est un autre épisode encore, finira par être subventionné par Henry Ford en personne, vendu dans le réseau Ford et motorisé par Ford. C'était personne le mec. Il avait par le passé essayé de faire un truc avec Shelby aussi. Ça s'est mal passé aussi. Après, il a fait un truc avec Ford, puis ça s'est mal passé. Un Italien dans la bagnole dans les années 70 qui se prend la tête avec tout le monde? Ouais. Non. Non. Ah. Et c'est comme ça que De Tomaso, accompagné de la puissance de feu de Ford, va faire la supercar parfaite. Il faut qu'elle soit belle. On l'avait dit dans les scènes de la Mura, le point numéro 1 d'une voiture de sport européenne, c'est... La gueule. La gueule. Elle a moins de gueule que la Mura. Elle est moins dramatique. Elle n'a pas le côté... Ah,
Quelle manif! Par contre, elle est quand même ouf. Bien sûr, il faut que cette voiture soit performante. Et aujourd'hui, ça tombe bien puisque nous avons sur le papier 330 chevaux. On est vraiment pas loin de la Miura qui, pour rappel, était quelques années avant la voiture la plus rapide du monde. Et même si ces voitures étaient incroyables pour ces points-là, leur principal défaut, c'est qu'elles étaient insortables. Une Miura, je veux pas l'avoir. Je veux pas être propriétaire d'une Miura. C'est pas fiable, tu peux pas aller chercher le pain, c'est pas pratique. La Pantera ne tombera pas dans ce piège puisque, malgré sa grosse puissance, malgré son incroyable gueule, possède à l'intérieur un moteur ultra standard. C'est un moteur Ford qu'on retrouvait dans d'autres voitures. Alors, il y a eu des petites modifications, mais globalement, toute l'enveloppe, c'est Ford. Et tu peux l'entretenir dans tous les réseaux Ford. Justement, on parlait de la Miura à l'instant, mais le monde de l'automobile étant assez petit, l'une des personnes qui a travaillé sur la Miura a aussi travaillé là-dessus. Monsieur Dallara, qu'on a déjà entendu parmi les 4 fantastiques qui ont créé la Miura, eh bien, il s'est barré de chez Lamborghini parce qu'il s'est engueulé avec Lamborghini. Non! Il travaillait chez Ferrari aussi. Tu sais pourquoi il travaille plus chez Ferrari? Non. Il s'est engueulé avec lui. Non! Et il est allé travailler chez De Tomaso avant de s'engueuler avec lui. Gianpaolo Dallara, qui a travaillé sur la Miura et qui a créé justement cette recette à moteur central arrière, va réappliquer sur la De Tomaso Pantera la recette du moteur central arrière. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez répandu entre guillemets dans les voitures de sport. À l'époque, c'est unique. Quand tu ouvres le coffre à l'arrière, tu te rends compte qu'ils ont vraiment pris une Ferrari et ils ont vraiment essayé de compenser tout ce qui allait pas. Le principal problème des sportifs Ferrari de cette époque-là, c'est que t'as pas de coffre, tu peux rien faire. Il y a une roue de secours! Il y a une roue de secours et il y a de la place pour les bagages à côté. C'est drôle parce que c'est une des solutions qu'on retrouvera sur la NSX un peu plus tard, de mettre un coffre derrière le moteur. En tant que conducteur des voitures en général, moi pour l'instant je vois pas de problème. Toi qui mets très souvent les mains dedans, je vois le problème pour aller faire les bougies là-bas. Non, 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 c'est vraiment une voiture qui a été bien fabriquée parce que tout ce fond-là, qui est en fibre de verre, se retire. Et après, tu peux aller bosser dessus assez facilement. L'accessibilité mécanique est assez simple, sous condition d'accepter de marcher sur la boîte de vitesse. Du coup, sur cette voiture, nous avons un V8 5 litres 7, 5 litres 8, ça dépend comment on compte. L'histoire veut que Chevrolet avait un 5 litres 7, donc Ford a fait un 5 litres 8. 5766 cm3. Donc officiellement, on devrait dire un 5 litres 8. Et nous avons sur le papier 330 chevaux. Encore une fois, une puissance vraiment exceptionnelle pour l'époque puisque nous sommes au tout début des années 70, même si, sur le papier. Voilà, la façon de compter à l'américaine. J'ai enlevé tout ce qu'enlevait de la puissance, comme ça on sort un max. Dans les faits, on peut considérer aujourd'hui qu'on a entre 280 et 300 chevaux dans le meilleur des cas, ce qui, malgré tout, en fait des performances exceptionnelles à l'époque. Le tout avec un poids qui est plutôt contenu, même si c'est pas forcément très léger, on passe à peine la tonne 4. Ça va, on est dans la fourchette haute, mais on reste dans la fourchette. Tout ça est accouplé à une boîte de vitesse 5 rapports. Encore une fois, pour l'époque, c'est vraiment pas mal. Boîte de vitesse d'origine ZF qu'on retrouve également sur la GT40. Il y a eu une embrouille entre Shelby et De Tomaso. Ah ouais? Les deux étaient quand même d'accord sur certains points, notamment le fait que la boîte de la GT40, elle était super. Tout ça pour vous dire qu'on a quand même des solutions qui sont issues de voitures franchement performantes. Et même si le moteur sur le papier donne pas très envie, parce qu'on parle d'un V8 américain des années 70, dans les faits, il y a quand même du rendement, il y a quand même du bruit, il y a quand même de la fiabilité, et puis après on se fait, ah oui mais V12 de Miura. Et puis après tu montes dans une Miura et tu dis je veux jamais acheter ça, allez hop. Power by Ford. C'était pas un bon truc à l'époque ça. Ouais, ça à l'époque, chiant. Hein. Techniquement, sans mentir, tu peux coller ça sur une Ford Fiesta et c'est pas ouf. Mais comme c'est une voiture américaine, il fallait que les gens puissent se raccrocher à quelque chose qu'ils connaissent. Ça, c'est un badge de concession. Oui. Faut que le mec, il arrive et qu'il dise « Ah, Ford, ça je connais. » Ça, je connais. Ça, c'est bien ça. De surcroît, ce badge Ford était placé là puisque la voiture était vendue dans le réseau Ford, ce qui aidera énormément la voiture à se vendre puisque je pense que s'il n'y avait pas eu ça, il aurait vendu zéro. Ouais, zéro, c'est ça. Zéro. C'est ça aussi qui a vachement aidé la voiture. Tu regardes les Ferrari concurrentes ou les Lamborghini, il y avait combien de revendeurs aux États-Unis? 0. Globalement. Et si ça suffisait pas, la voiture a quand même été aidée par son prix, puisque c'était une voiture qui était relativement abordable pour une voiture de cette trempe-là. On parle pas d'une voiture pas chère, ça restait la voiture la plus chère de la concession, mais un peu mieux jouable qu'une Lamborghini, qui était la voiture la plus chère du monde. Ça restait dans des gammes de prix Ford. C'est la plus chère de la concession Ford, mais c'est pas 600 fois plus cher que la plus chère des Ford. Il y a un truc qu'il voulait que tu remarques à l'arrière. Il y a un détail, enfin 4 détails en l'occurrence. Il voulait que tu le saches. On a la chance d'avoir l'échappement d'origine. Quand on parle d'une voiture qui a plus de 50 ans,
c'est incroyable, mais franchement, fallait que ça crache. Oui. Tu vois en plus que l'échappement est accentué par le dessin, puisque tu as un arrière exprès qui remonte pour laisser sortir les échappements. Faut que tu... Il faut que ça se voit. Tu sais, on est à une époque où tous les constructeurs essayent de cacher les échappements. Maintenant, on les voit même plus, il n'y a même plus de sortie. Il y a 50 ans, c'était un argument de vente. Ils auraient pu en mettre 6, ils en auraient mis 6. Les voitures dans les concessions, tu sais, elles étaient vendues que de derrière. T'avais un mur là. Là, t'avais le bureau du vendeur. Et quand tu rentrais, tu faisais Ford, échappement. c'est bon, tu signes? L'autre truc qui est assez rigolo, c'est cette vitre arrière inexistante et pourtant existante. Alors, on se rend pas compte parce qu'on dirait qu'il n'y a rien. Et effectivement, là, il n'y a rien. Mais en fait, c'est que la vitre, elle est plus loin. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas mis là, la vitre. Pour que le moteur puisse ventiler. Ah. Ils ont remis un petit gimmick de voiture italienne à la mode cette époque-là. Alors, il fallait pas copier parce que tout le monde allait dire vous êtes des copieurs. Non, mais c'était pour finir le dessin. C'était pour finir le dessin. Waouh, la voiture craque, attention. Ça, c'est de l'Alfa Romeo, ça. Ah ouais? Ah, ça, ouais. Tirette de capot des Alfa Giulia. Comment t'as cette science? J'ai travaillé sur des Alfa Giulia, j'ai adoré ces caisses et j'ai voulu m'en acheter. Non, mais il y a quand même plein d'options. T'as la clim, Ouais. t'as les vitres électriques, Ouais. t'as le bip bip de quand tu fermes pas la porte, Ouais. t'as les essuie-glaces et en plus de ça, t'as vu, tout est lisible. Genre, il y a des logos sur les boutons. Faudra peut-être dire aux Italiens que c'est faisable. Étonnamment, on a une voiture qui, pour le coup, à l'intérieur, est bien. C'est vraiment dans le haut du panier de ce qui se faisait. La finition, bien sûr, est pas terrible, mais franchement, par rapport au prix et par rapport au fait que c'était des artisans, ça va. Et puis, il faut remettre dans le contexte, c'est une voiture des années 70. Hein. Nuance tout de même, nous avons ici une version américaine, c'est-à-dire une version Lusso, luxe en français, qui est mieux fabriquée. Lorsque Ford a commencé à vendre des De Tomaso Pantera dans ses concessions, ils se sont rendus compte que les premières qui étaient livrées étaient... Très italienne. Voilà. Très italienne. Les premières voitures qui ont été livrées aux États-Unis étaient honteuses et Ford a mis un ultimatum à Monsieur De Tomaso. Soit les prochaines voitures qui sortent sont finies, soit on arrête. Et du coup, Ford a fini par acheter beaucoup de parts dans De Tomaso, a racheté la carrosserie aussi qui les fabriquait et a dit bon, maintenant on arrête de déconner, on fabrique des vraies voitures. Et pour le coup, je dois reconnaître que ça marche. La voiture est bien finie. On a des cuirs de qualité très corrects, on est bien installé. C'était le truc qui tenait ta ceinture. Quoi? La vis qui tenait ta ceinture qui était pas bien serrée. Merde. Alors, je recommence ma phrase, si ça te dérange pas. Oui, vas-y. C'est de la merde. La position de conduite, même si elle n'est pas terrible, mais c'est encore une fois inhérent à une voiture de cette époque-là, franchement, est ok. On voit bien, un peu de place au toit. Les portes sont relativement grandes, donc l'accès est assez facile. T'as aussi un frein à main qui a été disposé de façon assez peu harmonieuse et surtout, il n'est pas droit. En fait, il est vers moi. Donc, ah ouais, c'est peut-être comme ça qu'il faut la Tu conduire. fais un seul mouvement. C'est quand tu sors de ta voiture, tu tires le frein à main en même temps. Tu rentres une deux. Oui. Tu veux un démarrage? Ah bah vas-y, hein, fais péter. C'est rock'n'roll, c'est rock'n'roll. Ah, ça fait un chouette bruit et en plus de ça, t'as toute la voiture qui bouge. T'as vu, elle bouge en longitudinale. Rock'n'roll. Rock'n'roll. C'est chouette. Tu vois, c'est pas choquant comme bruit en termes de supercar. Ça fait un bruit de supercar. Ça rencontre. Elle est un peu froide. Il y a la clim, cool, coolest. Tu peux être cool, tu peux être un peu plus le plus cool. Ça va tes petits bras avec la boîte? Tu fais un bras de fer avec la boîte. En vrai, c'est facile. On papotait, tout ça. Je n'ai pas galéré une seule seconde. La Mura, on a dû s'interrompre. Ouais. Et... Ça va le volant ou... Oh, c'est un peu raide. T'as quand même tous les gimmicks des voitures de ces années-là avec un volant qui est quand même ultra dur, ça reste un camion. Le levier de vitesse qui est simple pour la voiture, mais compliqué dans l'absolu quand même. Les pédales, alors franchement, bon feeling. À part qu'on a toujours ce même problème, qu'on a les pieds, bah là je peux arriver à toucher ton pied en fait. Ouais, on peut se faire du pied par derrière la console. Non, il y a le faisceau électrique. En fait, j'ai vraiment le pied qui est quasiment au même niveau que le levier de vitesse. Pareil, moi mon pied est à peu près entre les deux aérateurs là. Et le truc qui est ultra dérangeant, j'ai pas de repose-pied. Si t'en as un, c'est juste qu'il faut plier le genou à mort. Pure manspreading. Non, Parce que tu conduis une De Tomaso Pantera. Mais je peux pas me manspreader tout seul, ça va. T'es en train de ventiler tes énormes boules. Le seul endroit où je peux mettre mon pied est derrière l'embrayage. C'est-à-dire tu peux passer ton pied dessous et aller derrière. Là, t'as une pause là. J'adore. Là, c'est vraiment album de rock des années 70. Là, t'es un concurrent de Johnny. Mais tu sais que Johnny Hallyday, moi c'est l'une de mes anecdotes préférées sur cette voiture. Il a eu une Mura qu'il a crashée.
il a eu une des Tommaso Pantera, il a eu même une Iso Grifo. Il a eu aussi toute la gamme des Mercedes qui étaient réputées pour être des voitures de bandits. Tu te rends compte, les pétards qu'il a eu? C'est vrai que pour l'instant, par rapport au fait que c'est censé être une grande sportive italienne de cette époque, donc dramatique par définition, ben, celle-ci, elle roule. Ben ouais, elle est utilisable. T'as fait 2 tours à 1500 tours, puis ça y va quoi. On est bien installé avec le siège, on voit ce qui se passe dans la voiture et c'est pas forcément quelque chose qui était donné à tout le monde dans ces années-là. Les commandes... Et comment ça va? Il y a une 3 qui a pris un pignon en pleine dette. Ça reste une voiture italienne de ces années-là. Ça va, il y a eu une seule synchro qui a craqué en 2 tours. C'est un bon score, je trouve. C'est souple, Ouais. ça répond bien. Là, je freine. Ça freine bien. La voiture, elle freine. Elle a tout ce qu'on attend d'une voiture. Ça, c'est incroyable. C'est un truc de fou ça. Bon, la direction, évidemment, bon, faut tourner. Franchement, je force un peu, mais ça va. Dire qu'une voiture italienne assemblée à l'arrache, que même Ford a dû intervenir tellement c'était mal fabriqué, avec un moteur qui a été piqué d'un pick-up qui traînait par là, dans un châssis qui a été fait, si, par le monsieur qui a fait la Mura. Ils t'ont fait un assemblage de tout plein de trucs tout pourris qui sur le papier ne marchent pas, et là t'es en train de me dire que ça marche. Là, ça a l'air construit vraiment correctement. Regarde, il y a tous les compteurs qui marchent. Et alors, on oublie que tous les compteurs qui marchent dans une voiture comme ça, c'est incroyable. On a un autoradio, on n'a pas chaud, on est plutôt confort, on est quand même sport, et quand tu mets gaz, ça marche. Ah merde. Bah ouais, elle est cool. Allez, c'est coolest. Mais ça marche la pute, hein, parce qu'on a 330 chevaux, alors sur le papier. Oui, oui, oui. Après, en ressenti, tu me dirais qu'on a 280-300, je te crois. En fait, châssis, c'est lourd, mais sain. Ça se conduit facilement, tu sais où t'es. Moteur ultra souple et rageur quand même. Frein, c'est sécurisant. Surtout pour une voiture de cette année-là, on est en 74. La Mura, qui sortait quelques années avant, était ultra pas rassurante. Chaque frein qu'on prenait, on sciait dessus. Par contre, en fait, on se rend pas compte des vitesses, on est déjà à plus de 100 là. Alors que je force pas beaucoup plus que ça et on n'a pas la place. Et que c'est pas inconfortable. De ouf. Comme ils savaient qu'ils allaient vendre aux États-Unis, ils ont quand même fait une voiture accessible. Franchement, tu peux rouler assez vite sans trop te faire peur, mais en gardant quand même ce côté cool. Je pense que c'était des voitures, et du coup ça se voit sur le nombre de ventes, puisqu'on a passé les 7000 exemplaires. Un Lamborghini qui était là avant et après, en l'occurrence, Et après. a mis extrêmement longtemps avant d'atteindre des chiffres de vente comme ça, et a atteint les 7000 exemplaires que lorsqu'ils ont sorti la Gallardo, c'est-à-dire dans les années 2000, et ils ont réitéré le truc avec le Urus. Allez. Ouais, c'est cool. On y va? Alors la position est vraiment pas très bien pour moi. Je suis assis sans être emmerdé. Là où la Diablo, j'ai le montant dans la gueule. La Miura, je suis plié comme ça à peu près. Là, j'ai les pieds décalés. Par contre, le volant est très loin. Il faudrait que je puisse ramener le volant ici. Mais effectivement, vu la bagnole, ça reste carrément utilisable. Je t'ai déjà vu dans des positions pas possibles dans des voitures. Et là, alors on voit que t'es pas bien à l'aise, mais t'es pas ridicule. Je suis sidéré à quel point il savait à qui il s'adressait. C'est ça qui est fou. Au lieu de faire comme Ferrari et Lamborghini en disant m'en fous, je fais ce que je veux et puis les gens ils achèteront ou pas. De toute façon avec le blason qui est sur le capot ils achèteront. Là, ils ont répondu aux gens. Mais là, il avait pas le blason pour se vendre. Merde, j'ai pas le blason, je suis obligé de faire comme ils veulent. Ben, mais oui. Là, ils ont dû se dire on est obligé d'écouter les clients. Et ils y sont arrivés. Ouais, tu sens que ça demande qu'à éclaircir la gorge. Rock and roll. La Diablo, c'était la gueule. Ah, c'est rock and roll. Mais c'est le rock'n'roll de tout. Si tu prends carrosserie, châssis, look, moteur, machin, tu sais, il n'y a pas un point qui est plus haut que les autres. Tu as un ensemble qui est harmonieux et qui est vraiment cool, quoi. Pour l'instant, t'aimes bien? J'aime bien. Bon, il était pas très enjoué. Quoi? Ah ouais, d'accord, ça y est, il fait le difficile maintenant. Alors, monsieur a conduit des Mura, monsieur a conduit des Testarossa. C'est de ta faute! Ouais, bah... Tout est de ta faute, Sylvain, et je suis pas le seul à le dire!
Non mais c'est cool quand même. Oh la fine bouche. Ça va en vrai. Oui, ça va. Mais je dis pas que c'est une mauvaise On voiture. reprend 6 minutes. On a changé d'avis. Ça marche sa mère quand même. Ouah. Je me tiens au frein à main, ça te dérange pas? Non. Tu as un rythme de voiture moderne. C'est ça qui est fou. Quand on fait du track day avec la 206, c'est les mêmes trages. Hein. Effectivement, là, on a une caisse des années 70 qui est sévèrement sérieuse, là. Emmener une voiture de ces époques-là à des vitesses comme ça, En toute sérénité et en ayant des performances actuelles, quoi. Et c'est rare les voitures de cette époque où on peut commencer à se dire il y a moyen de faire un chrono sur le circuit. En fait, c'est fou de se dire que le moteur a finalement plus de défauts sur le papier que dans la réalité. Parce que dans la réalité, le moteur est bien. Juste que sur le papier, effectivement, t'as pas un V12 Lamborghini. La Miura, qui a été fait en partie par les mêmes personnes et qui a fortement inspiré cette voiture, est une formidable machine, mais qui ne sert à rien à part faire des gros accès en ligne droite. Le reste du temps, tu passes ta journée à te battre avec en espérant qu'elle te morde pas. Remets-nous-en du moteur, là. Allez, rock and roll. Faut accompagner les accélérations d'un rire gras. rock and roll, yeah! Rock and roll, oh yeah! Rock and roll, rock and roll, rock and roll, yeah! Let's pump some gas, yeah! Rock and roll! Let's burn some petrol! Rock and roll, yeah! Rock and roll! Je reconnais que, enfants gâtés que nous sommes maintenant au courant qu'il y a des saveurs encore plus exceptionnelles. Après, quand tu vois le moteur qui est vraiment chouette, les perfs qui sont là, le châssis qui est sérieux, le fait que c'est utilisable, c'est joli et avec des immenses guillemets, pas si cher, dans le sens où de toute façon si tu veux la même sauce, elle n'existe pas ailleurs à moins de 2 millions d'euros. Je trouve que sa très grosse qualité, c'est qu'on cherche toujours à la comparer à la Miura. Et on compare à une voiture qui est 20 fois plus chère. Et quand tu te dis son point de comparaison qu'elle n'atteint pas, c'est un truc 5 fois ou 20 fois plus cher, qui est pas beaucoup plus performant, sauf en ligne droite, avec des frais d'entretien qui sont divisés par 20. la Miura, tu vas la payer 20 fois plus, mais elle n'est pas 20 fois mieux. Ouais. Mais après, elle t'offre une émotion. Mais elle t'offre une émotion de ouf. Là où ici, on essaye une très bonne voiture, parce que franchement, j'ai vraiment pas peur de le dire que c'est une super bonne voiture. Elle est utilisable, ça a des performances de supercar de l'époque, elle t'offre l'ambiance de l'époque, t'as une tenue de route de bâtard. Pas oublier que c'est une bagnole qui a 55 ans, quoi. Putain ouais, je dois reconnaître que j'en attendais rien et je suis agréablement surpris que c'est un sacré pétard. Ouais, mais tu vois, à la fin de la journée, j'aurais conduit cette voiture et je serais très content de l'avoir conduite et tout ça. Je donnerais pas beaucoup de ce que j'ai pour reconduire cette voiture. Là où demain, tu me dis, tu peux reconduire une Miura, je commence à réfléchir à ce que je peux donner, tu vois, pour reconduire une Miura. Je trouve qu'il manque. Ça manque d'un poil de violence. Finalement, on est peut-être trop bien installé. C'est ouf, on est des enfants gâtés à tel point, on trouve que la voiture manque de défauts. C'est ça que t'as fait de moi. Bienvenue, installe-toi, ma tête déjà installée. D'un côté, ça lui a bien réussi, puisque la Pantera s'est vendue à 7000 exemplaires, toutes générations confondues, sur plus de 20 ans. En fait, la Pantera a une durée de vie exceptionnellement longue, puisque ces 20 ans ont été la longue agonie de Monsieur de Tomaso. Après s'être pris la tête avec Monsieur Ford, Monsieur de Tomaso a vu absolument tous les robinets se fermer. Le robinet technique, le robinet de l'argent, le robinet de la SAV, le robinet de la vente, et finalement, De Tomaso est revenu au point où il était au début, c'est-à-dire un petit artisan au milieu de l'Italie que personne ne connaît. En fait, il a vraiment eu une carrière étoile filante. Il y a eu quelques updates de la Pantera Tu parles. pour la remettre au goût du jour jusqu'aux années 90, mais elle s'est traînée, elle a rampé jusqu'aux années 90. Il y a eu une tentative de sauver la marque avec la dernière de Tomaso, la Guara. Alors j'aime bien le mot tentative. Tentative, ouais. Ouais, c'est bien résumé. Tentative à 50 exemplaires, quoi. Monsieur de Tomaso est quand même la preuve que tu ne peux pas te prendre la tête avec tout le monde. Tu peux te prendre la tête avec plein de gens. Plein de gens. Mais quand on arrive à te prendre la tête avec Monsieur Ford, là c'était mauvaise idée. Il y a certaines personnes trop fortes pour que tu t'engueules avec. Finalement, de Tomaso sera une sorte d'étoile filante dans le monde de l'automobile. Aura laissé derrière lui une Mangusta incroyablement
belle, et une Pantera qui est soit une voiture inconnue pour personne qui n'a pas envie de s'y intéresser, soit une voiture franchement réussie quand on prend le temps de s'y intéresser. Une voiture finalement à l'image de son créateur, qui a essayé de faire un coup d'état dans son pays, qui finira par se faire dégager de son propre pays et qui aura fait l'une des voitures les plus rock'n'roll qu'on ait essayé finalement. Oui, carrément, ouais. Et qui a cette image de voiture un peu rock'n'roll, bad boy et tout ça, tout en étant très bien construite et très bien faite, etc. Est-ce que tu nous donnerais pas un peu de rock'n'roll? Merci de nous avoir regardés, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'ai beaucoup aimé découvrir cette voiture. Merci Sylvain. Et merci pour cet incroyable rock'n'roll aujourd'hui. Pensez à vous abonner, c'est très important, le pouce, la cloche. J'en profite pour remercier les circuits de l'Ouest parisien avec qui on adore travailler et l'atelier des 1000 qui nous fait confiance et qui nous prête cette incroyable Pantera. Et qui nous permet de mettre un maximum de rock'n'roll. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et gros bisous. Rock'n'roll. Rock'n'roll. La synchro rock'n'roll. La 5 rock'n'roll. Voilà.